Vous présenter nos 4 nouveaux invités, puisqu'ils viennent d'arriver, ils viennent de nous rejoindre sur ce plateau. Et puis on ira voir à 18h30 précise Hubert Huertas qui sera au téléphone avec les Invalides et qui nous dira ce qui se passe, où en est la manifestation. Mais Edoui, donc un premier mot pour ceux qui viennent de nous rejoindre, puisqu'il est 18h20, mais qu'il y a des gens qui arrivent juste maintenant. Non, juste pour dire que Mediapart est en accès libre, qu'il faut profiter de cette presse indépendante, la soutenir, parce que je voudrais donner un cas d'école sur le fait que pour nous, ce n'est pas de manière corporatiste, puisque nous sommes au service du public, avec cette loi, tous ceux que vous connaissez, qui a fait la réputation de Mediapart, les affaires Karachi, Kadhafi, Dassault, Tarnac, Sivens, Bettencourt, Cahuzac, les ventes d'armes, l'industrie pharmaceutique, les établissements bancaires, le Luxembourg, la Suisse, etc., eh bien tout cela tombe dans le champ de la surveillance généralisée. Alors, on nous rétorquera qu'un amendement a été voté qui dit que certaines professions, les parlementaires, et on va en avoir tout à l'heure, qui vont parler, les avocats, les magistrats et les journalistes sont exclus du champ de la surveillance. Ce n'est pas vrai, car cet article, en fait, dit l'inverse. Il dit qu'ils peuvent être surveillés si le Premier ministre l'autorise, après avis consultatif de la Commission. Alors le Premier ministre, qui était déjà le lieu de contrôle des écoutes administratives, est le seul à pouvoir décider si ces professions soi-disant protégées peuvent être suspectes. Et là, je voudrais donner un cas historique, puisqu'il y a eu des surveillances contre des journalistes par un abus de pouvoir exécutif, qui est l'affaire des écoutes de l'Élysée qui passaient par le circuit officiel, le GIC, Matignon, etc. Alors comment ça se passe quand on vous dit il y a du contrôle? Eh bien, je vais vous dire, c'était mon cas, mais il y avait aussi des avocats, il y avait aussi toutes sortes de gens. On fait une demande maquillée. La demande était au nom de ma compagne, elle était présentée secrétaire alors qu'elle est sociologue, et le motif était mis trafic d'armes. Et donc cette demande maquillée passe. Et puis après, tout cela a lieu. Quand le poteau rose est découvert, on invoque le secret défense pour ne pas répondre. Quand enfin, après toute une bataille d'opinion juridique, le secret défense est levé, on invente une légende, car on trouvera toujours quelque chose à inventer. C'est le métier des services de renseignement. Dans mon cas, c'était le fait d'être un agent de la CIA. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que quand on laisse s'installer un tel déséquilibre, demain, les journalistes de Mediapart qui enquêtent, qui font des enquêtes et qui peuvent avoir leur propre vie privée, peuvent avoir un divorce, peuvent avoir la sexualité qu'ils veulent, peuvent avoir une vie personnelle qui mérite d'être protégée, qui peuvent avoir leurs engagements, leur curiosité, leur couple mixte, leur ceci, leur cela, eh bien, on essaiera de trouver les failles. Dans le cadre des écoutes que j'ai pu consulter me concernant, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait des failles personnelles. On cherchait aussi, et là, vous êtes tous concernés, d'abord, sinon aussi, les sources qui nous informent. Et on le faisait en étoile, c'est-à-dire qu'on passait en écoutant les proches, les lointains, et on trouvait le prétexte. Et donc, attention, hein, quand on met la main là-dedans, eh bien, elle est partie et tout y passe, le corps et la suite. Je ne sais pas si l'image est bonne. Excuse-moi, à toi. Mais je t'en prie. Christophe Deloire, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. Eva Joly, bonsoir. Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts. Benoît Thiolin, bonsoir. Vous êtes président du Conseil national du numérique, le CNUM, pour les intimes, et vous avez participé à une aventure politique et numérique bien connue, puisqu'il s'agissait de Désir d'avenir, le site politique de Ségolène Avec quelques Royal, autres personnes. avec Aurélie Filippetti, qui est députée socialiste de la Moselle et qui, elle, me semble-t-il, avait fait passer une loi justement sur la protection des sources, non? J'aurais bien aimé la faire passer. Elle n'a pas passé. Justement, elle a été repoussée. Ça alors. fait 3 ans qu'on l'attend avec Christiane Alors Taubira. que les parlementaires ont fait le travail et que c'est l'exécutif, M. Valls pour ne pas le nommer, qui demande qu'elle soit repoussée. Aurélie, vous avez la parole, gardez-la. C'est vrai que moi, je suis entrée dans ce texte sur le renseignement, notamment à travers la question du secret des sources, puisque j'avais travaillé sur la loi Dati à l'époque sur le secret des sources, et on en avait dénoncé les limites, les failles. Et on s'était engagé, d'ailleurs, c'est dans les 60 propositions du candidat François Hollande, à faire passer une nouvelle loi protégeant davantage, mieux, les sources des journalistes. Quand j'étais ministre de la Culture, on avait travaillé avec Christiane Taubira à la chancellerie pour établir cette loi. Malheureusement, on n'a jamais eu de calendrier parlementaire pour faire passer cette loi. Et
au contraire, aujourd'hui, avec cette loi renseignement, on a de vraies menaces, de vrais risques qui pèsent sur les journalistes et sur la protection de leurs sources, puisque par différents biais, d'abord, ce que disait Edoui Plenel, le fait que la seule protection qu'on leur a accordée finalement, c'est simplement que la procédure d'urgence ne leur sera pas appliquée, mais ça n'ôte pas, ça n'enlève rien au problème qui est la possibilité pour l'exécutif, pour le Premier ministre de s'immiscer ainsi dans l'activité des journalistes. Et puis, deuxièmement, c'est que dans le premier article de la loi, dans les différents motifs qui sont invoqués pour ainsi pouvoir avoir davantage d'intrusion dans la vie privée des gens, eh bien, il y a notamment, par exemple, la question des intérêts économiques, c'est-à-dire, en gros, c'est le secret des affaires qui revient sous une autre forme. Et ça aurait empêché un certain nombre de journalistes d'enquêter sur un certain nombre d'affaires, et à partir du moment où il y a des intérêts privés qui peuvent, des intérêts financiers, des intérêts d'entreprise qui peuvent être considérés comme tout à coup relevant des intérêts économiques de la France. Donc il y a vraiment dans cette loi un vrai risque là-dessus, sur l'exercice même de la liberté de la presse, qui est, je le rappelle, dans la Convention européenne des droits de l'homme, l'une des pierres angulaires de toute société démocratique. Donc le secret des sources, la protection du secret des sources, c'est l'une des composantes essentielles de la liberté de la presse. Et la liberté de la presse, c'est l'un des piliers des sociétés démocratiques. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant là-dessus. Philippe Pétis, ce que vous venez de dire est très important parce qu'on a découvert à l'occasion, en refaisant l'archéologie de ce projet de loi était prêt, et c'est l'occasion terroriste qui fait le larron sécuritaire pour le fourguer là. Et on a découvert qu'en fait, le rapport de la délégation parlementaire au renseignement, M. Urvoas, justement, donc l'année dernière, parmi sa première proposition, c'était la loi sur le secret des affaires. Ce qu'ils ont essayé de faire passer en douce, et la profession s'est mobilisée et a fait reculer au moment de la loi Macron. Et donc la question, c'est là que tout le monde entende bien, on vous parle du terrorisme, mais au moment où on vous parle des banques, de LuxLeaks, de SwissLeaks, de tout ça, etc., les entreprises, et Martine Orange l'a montré, qui ont toutes sortes de dispositions pour se protéger, en fait, on veut les cadenasser, on veut faire un bunker au cœur des intérêts financiers, oligarchiques, qui sont au cœur de ces enjeux. Mais c'est vraiment le problème de cette loi, c'est qu'évidemment, on est dans un contexte avec une menace terroriste très forte. Moi, je ne peux pas accepter qu'on nous accuse à nous d'être laxistes vis-à-vis du risque terroriste. Au contraire, je veux dire, on est très vigilant là-dessus. Mais c'est précisément parce qu'on veut être vigilant sur la menace terroriste qu'on est aussi vigilant sur les libertés démocratiques. Parce que qu'est-ce que cherchent à atteindre les terroristes ? C'est bien le fondement des sociétés démocratiques, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Donc on ne doit pas céder là-dessus. Et cette loi n'est pas une loi contre le terrorisme. C'est d'ailleurs ça le problème. Ce n'est pas une loi contre le terrorisme. Ce n'est pas une loi qui va permettre de mieux surveiller les 1000 personnes, par exemple, qui ont des liens, qui sont allées ou qui reviennent de Syrie. Ce n'est pas du tout ça. C'est une loi qui, malheureusement, met en place un système qui est potentiellement applicable à 65 millions de Français. Et je dois dire que c'est d'ailleurs dans une sorte de continuité avec ce qui a été fait précédemment. Moi, ça me désole, mais notamment l'extension du champ du secret défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a non seulement des documents qui sont classifiés secret défense, ça date de Nicolas Sarkozy, mais aussi des lieux, des espaces qui sont totalement secret défense. Y compris privés, c'est-à-dire y compris d'entreprises liées à la défense. Absolument. Il y a la question des archives. J'avais préparé un texte, là encore, quand j'étais rue de Valois, qui n'est pas passé, mais pour revenir sur une disposition adoptée sur Nicolas Sarkozy qui crée une catégorie d'archives incommunicables, c'est-à-dire sans délai, vous n'aurez jamais accès à ces archives. Là aussi, je considère ça comme une atteinte à la liberté, à la responsabilité démocratique. Donc, finalement, c'est une conception de la société. Est-ce qu'on est pour une société de la défiance généralisée ou est-ce qu'on considère que la démocratie, c'est la responsabilité et c'est la mise en place justement d'outils de protection des libertés individuelles et collectives? Christophe Deloire. Parole aux journalistes, puisqu'on a commencé avec l'exemple qu'a cité Edoui, sur les sources et très spécifiquement sur cet article de loi que là aussi a relevé Edoui, sur justement cette ambiguïté-là. Oui, alors ça pose une question pour le secret des sources, mais plus largement pour le travail des journalistes, parce que c'était la question qu'évoquait Edoui, c'était le fait que l'exécutif, dont les services
font l'objet d'enquêtes qui sont tout à fait essentielles. C'est souvent les grandes affaires, celles que citait Edoui, révélées par Mediapart. On touche souvent l'exécutif, sous des aspects d'ailleurs très différents, qui peuvent être économiques, diplomatiques, ainsi de suite. Et là, un moyen d'empêcher que les affaires sortent, c'est de tarir les sources. C'est aussi simplement d'aller chercher des talons d'Achille aux journalistes pour le cas échéant les viser. Donc c'est extrêmement dangereux. Et comme effectivement ça n'est pas un texte de loi sur le terrorisme, mais un texte qui couvre des champs extrêmement larges de la vie publique, c'est très dangereux pour le journalisme d'investigation. Au fond, tomberait sous le coup possible de cette loi tout journaliste qui enquêterait en ce moment, par exemple, sur les négociations avec l'Iran, qui enquêterait sur une multinationale dont les intérêts seraient assimilés aux intérêts économiques de la nation. Soyons tout concrets. Actuellement, où nous parlons, le président de la République est au Qatar, puis en Arabie Saoudite, pour vendre des Rafales d'un patron de presse, par ailleurs, qui achète des voix, M. Dassault, mais donc qui est une industrie. Et il est lui-même représentant de commerce de ces avions de guerre. Supposons que nous apprenions, que nous enquêtions sur des mouvements d'argent, de commission, c'est l'affaire Karachi, hein, ça existe dans les ventes d'armes, de rétro-commission au cœur de ces ventes d'armes, qui sont des ventes, l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite, à des alliés dans la lutte contre l'État islamique. Dans ce contexte, le Premier ministre, qui se pense en guerre, va se dire « ils vont décrédibiliser nos alliés, j'ai besoin de savoir ce qu'ils font ». Non ? Oui, et la protection apportée par l'amendement qui a été déposé par le gouvernement n'est pas satisfaisante. Alors, cet amendement est un progrès quand même notable, me semble-t-il, par rapport à la première version du texte. Il y a eu quelques amendements parlementaires qui étaient tout à fait navrants. La première version du texte ne prévoyait aucune exception pour aucune profession. Là, ça a été un progrès notable, ce qui prouve que la mobilisation, ça sert à quelque chose, et le gouvernement lui-même y est allé. C'est tout à fait insatisfaisant parce qu'un avis motivé, une décision motivée, du Premier ministre, en l'occurrence, ça suffit pas, parce que mettons-nous à la place d'un Premier ministre, et il est très facile de se dire qu'au fond, quand même, ça vaut la peine de surveiller un journaliste qui est comme un chien dans un jeu de quilles. Je parle toujours en étant dans la tête du Premier ministre. Et que tout ça est fort légitime. Mais quelles conséquences ça aurait ? Et c'est pourquoi Reporters sans frontières demande que d'autres amendements au cours de la suite de la procédure parlementaire soient déposés pour que statuent des juges et que ce ne soit pas l'exécutif qui statue sur est-ce qu'on peut surveiller un journaliste ou pas. Il ne serait pas illégitime, je vais aller très loin, de surveiller un journaliste qui, en dehors de son travail de journaliste, irait pour vendre des informations à des fins qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Ça n'est pas aberrant, c'est normal, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois, évidemment pas, ça serait... Et il ne faut pas, en demandant des exceptions liées à des professions, laisser à penser que c'est donner la possibilité à ceux qui exercent ces professions de faire n'importe quoi et qu'ils seraient plus à l'abri que d'autres, simplement parce qu'ils ont une qualité, une carte de presse ou pas. Mais ça n'est pas au Premier ministre de statuer sur cette question-là. Et c'est important que ce soit un magistrat. Merci Christophe Deloire. Je vais donner la parole à Eva Joly. Une ancienne magistrate. Et puis à Benoît Thiolin qui brûle d'intervenir. Mais Edoui, n'oublie pas que là, la manifestation commence. Et que donc le pari, c'était de regarder Mediapart et de savoir en même temps ce qui se passe aux Invalides. Hubert Huertas, vous y êtes. Oui, j'y suis. Et les manifestants commencent à arriver sous la pluie parisienne, ici aux Invalides, à l'angle de la rue de Constantine et de la rue de l'Université, à 2 pas de l'Assemblée nationale. Vous entendez, la sono se met en route au moment même où nous appelons. Écoutez, sous la pluie, les organisateurs étaient inquiets il y a une demi-heure et ils le sont moins maintenant parce que les manifestants arrivent réellement. Alors, le but, je disais qu'on est à 2 pas de l'Assemblée nationale, il est de faire passer un message naturellement, comme on le fait depuis 16 heures ici à Mediapart avec notre live, de faire passer un message aux députés à la veille de l'examen parlementaire, de leur faire savoir qu'il y a une mobilisation et que son sens dépend naturellement de l'importance de la manifestation de ce soir, qui existe bel et bien en dépit d'un temps exécrable, mais le sens de cette mobilisation dépasse nettement le nombre de manifestants. Dans un passé récent, on sait très bien que les rassemblements opposés au contrôle de ce qui se passe sur le net, eh bien, on le voit
d'abord sur le net plutôt que dans la rue. J'ai deux exemples en tête. C'était le traité ACTA au niveau européen en 2007 et puis le traité Hadopi où on avait eu des mobilisations assez importantes et même assez vigoureuses pour que le traité ACTA ne soit pas adopté, pour que Hadopi ait beaucoup de difficultés à l'être après avoir été repoussé dans une première lecture. Et donc, on a réellement sur Internet une mobilisation forte et le but ce soir, ou l'enjeu, si vous me permettez l'expression, était de savoir si ça allait suivre ou pas dans la rue. Je ne peux pas vous le dire tout de suite. Pour l'instant, on a quelques centaines de personnes, un public plutôt familial, avec des publics différents, puisque les organisateurs étaient aussi bien le DAL, qui a beaucoup mobilisé ce soir et qui fait venir des familles, que Amnesty, que la Quadrature du Net, le Parti communiste aussi, Attaque, qui est également présent. Alors, cette année, je parlais de mobilisation sur le net, il est clair qu'on a été surpris par la pétition, le manifeste des 110 000. Tout à l'heure, on en a parlé avec Thomas Guénolé au début de notre live. Eh bien, cette pétition, elle a regroupé, pour l'instant, elle regroupe plus de 120 000 signatures. C'est très important. C'est assez rare, les pétitions. Lorsque les pétitionnaires regroupent 20 000, ils sont contents. 30 000, c'est le but ultime. Et bien là, on a 4 fois plus. Donc ici aux Invalides, l'espoir de l'Observatoire des libertés numériques, c'est que en dépit du mauvais temps et en dépit de l'aspect faussement virtuel de l'enjeu, eh bien que cet enjeu soit maintenant ressenti, l'enjeu de la loi sur le renseignement soit ressenti comme réellement concret, assez concret pour que chacun se sente concerné et menacé dans sa vie la plus intime, donc la plus intouchable. Merci beaucoup Hubert. On vous retrouve dans exactement 1 heure, donc sous la pluie, au coin de la rue de l'université. Je vous y vois comme si j'y étais, d'autant plus que pendant que vous nous parliez, il y avait des photos de la manifestation donc, qui passaient, des photos quasiment prises en direct. On vous retrouve dans 1 heure. Eva Joly. Oui, moi je voudrais souligner le changement de paradigme. La surveillance dont a été objet Edwy Plenel était un de 6 000 parents qui étaient surveillés par, aujourd'hui c'est M. Delarue qui surveillait ces interceptions. Il les autorise et il peut surveiller leur exécution. Nous parlons de 6 000. Depuis 2007, sur la plateforme secrète créée par Nicolas Sarkozy, on intercepte des dizaines de millions de conversations. On les intercepte. Je ne dis pas qu'on les écoute, mais on peut les écouter. Et on trouve trace de cette plateforme dans l'article 3, chapitre 4, qui dit que du projet de loi qui dit que la prescription ne commencerait à courir que lorsqu'on décode. Voilà, on trouve cette fameuse plateforme. L'existence de cette plateforme a été niée par M. Cazeneuve et par M. Valls. Mais c'est François Hollande qui a dû l'admettre lui-même après du journalisme d'investigation de Folleroux et un certain bruit que nous avons été un certain nombre à faire autour de cela. Mais vous vous rendez compte quel mensonge par omission, comment est-ce qu'un gouvernement de gauche ose proposer une loi avec un tel éléphant au milieu de la pièce. On ne dit pas ce qui existe et on fait semblant de vouloir régulariser de petites sonorisations ou de géolocalisation. Et on parle. En réalité, c'est totalement déloyal. Et on utilise l'émotion authentique et la peur et la crainte du terrorisme. Ensuite, à Charlie, c'est les services qui n'ont pas fonctionné. On n'a pas besoin d'algorithmes pour identifier Charb. Tout le monde savait qu'il était sur la tête de liste d'Al-Qaïda et on ne l'a pas protégé. C'est ça la vérité. Et ce gouvernement ose utiliser l'émotion de leur mauvais fonctionnement pour faire passer une loi scélérate, liberticide, dangereuse pour nos libertés, qui est attentoire à ce que nous avons de plus précieux, notre intimité. Et sans cette intimité, il n'y a pas de bonheur. Eva Joly, au Parlement européen, il y a des réactions, il y a une mobilisation, Ce qui est terrible, ce qui est vraiment terrible, c'est que le Parlement européen dysfonctionne gravement, puisque nous avons une grande coalition des socialistes et du PPE, des conservateurs,
Donc droite-gauche, enfin gauche socialiste. Parce qu'ils ont peur des extrêmes et du coup, c'est le plus petit dénominateur commun. On l'a vu la semaine dernière lors de la vote du shadow banking où les socialistes... Expliquez-nous. Oui, shadow banking, c'est des flux financiers énormes, aussi importants que ce qui passe par les banques. Vous savez que nous avons réussi à réguler à peu près le système bancaire avec des nouvelles normes de sécurité, des limites aux rémunérations des dirigeants. Et là, Shadow, c'est ce qu'on ne voit pas. Nous avons été mis en demeure par le G20 et l'organe de stabilité financière de réguler ces flux financiers qui ne sont pas régulés aujourd'hui. On parle de la trésorerie des entreprises qui sont placées dans les fonds monétaires. Vous savez que, donc, pas les socialistes français, mais tous les autres socialistes ont voté avec la droite contre une vraie régulation, contre la disparition. Je ne vais pas expliquer ça, c'est trop technique, mais aujourd'hui, nous avons le fait de rembourser dans un mois, par exemple, la valeur faciale, ce qui est très dangereux pour le système financier. Tout le monde le sait. Et malgré tout, le Parlement européen a écouté le lobby. Le rapporteur est une Anglaise socialiste et qui a écouté le lobby financier. Donc, on voit les dysfonctionnements du Parlement européen et j'ai très, très peur que lorsque la directive sur le secret d'affaires va être présentée au Parlement, et cette directive, elle crée des injonctions. Une directive européenne. Hein, une directive européenne qui s'imposerait donc à la France. Elle va aussi passer comme une lettre à la poste parce que ce Parlement est dominé par les intérêts personnels et non pas par l'intérêt général. Benoît Thiolin, vous n'êtes pas encore exprimé. Est-ce que vous partagez cette préoccupation, et le mot est plutôt faible, non seulement devant la loi, mais aussi devant cette absence, comme une lettre à la poste, vient de le répéter Eva Joly, devant cette sorte d'absence de réaction, ou en tout cas d'insuffisance de réaction. Sachant que la structure que vous présidez, le Conseil national du numérique, qui est très représentatif de l'ensemble des protagonistes, a pris une position ferme contre ce projet de loi. Comme il avait pris d'ailleurs au préalable une position ferme sur la loi de programmation militaire, sur la loi terroriste, voilà, avec le même insuccès qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas été écouté dans les recommandations qu'on a pu faire là-dessus. On espère être écouté sur d'autres principes, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, parce que je pense que les libertés numériques sont vraiment à défendre aujourd'hui et qu'il n'y a pas que ce combat-là. Mais celui-là, évidemment, probablement est le plus emblématique. Pour moi, je dirais cette loi, elle pose 3 problèmes directs et elle soulève une question beaucoup plus fondamentale. Le premier, c'est l'extension. Aurélie en a très bien parlé tout à l'heure. L'extension du domaine, au fond, de la surveillance et du contrôle. C'est tout l'ajout et sur lequel il y a des tas de débats. Est-ce qu'il faut les intérêts économiques? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met derrière, etc. Il y a un assez large flou et il y a une extension. Ça pose énormément de problèmes. Je passe rapidement parce qu'on en a déjà largement débattu. Le deuxième gros problème, qui pour nous est le point dur, c'est les fameuses boîtes noires. Alors qu'on s'entende bien, parce que le texte est hyper complexe. Il est à la fois juridiquement très technique et il est technologiquement aussi très technique. Et flou en même temps. Et flou, et parfois pour des raisons d'ailleurs qui peuvent se comprendre, je dirais, aussi pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y a aussi un état de l'art technologique et parfois des incertitudes juridiques qui font qu'ils mettent du flou parce que je crois qu'ils sont dans une démarche assez expérimentale aussi. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, si Google ou Facebook le sont, on peut imaginer quand même que la DGSE peut aussi l'être. Bon. Et du coup, ça soulève d'ailleurs un certain nombre de questions. Mais sur les boîtes noires, il y en a 2 dimensions. Il y a le ciblage des 1000 ou 3000 qu'il faut surveiller, sur lequel nous, d'ailleurs, on a dit aucun problème. Au contraire. Je veux dire que le gouvernement, et d'ailleurs, il n'a pas attendu, on parlait tout à l'heure, il y a déjà de la surveillance, il y a déjà du big data. Mais disons qu'on donne plus de moyens. Enfin, je vous interromps, il y a déjà de la surveillance, mais comme ça a été dit plusieurs fois, le bilan des échecs de cette surveillance n'a pas été fait. Les frères Kouachi, Koulibaly, encore le tout dernier, étaient dans les mailles et on ne fait pas le bilan. Mais de la même manière que Snowden et l'affaire révélée sur la NSA montrent en réalité aujourd'hui que tous ces instruments de surveillance ont peut-être déjoué, et encore, il y a débat sur le chauffeur de taxi, un attentat terroriste aux États-Unis. Bon. Donc, et on a déjà ce bilan-là. C'était le deuxième point. Donc, le deuxième point, c'est effectivement la partie boîte noire
élargie, pas ciblée sur les 1000 ou 3000 qu'il faut pouvoir surveiller, mais je dirais la pêche au chalut beaucoup plus large. Et là, je pense que on se confronte à un problème très difficile. Nous, on a été auditionnés de nombreuses fois à l'Assemblée, au Sénat, j'y étais encore la semaine dernière. Et au fond, je pense que c'est compliqué, y compris pour des décideurs politiques, de maîtriser l'ensemble de ces enjeux. Soyons clairs, qui sait vraiment, quel décideur public sait vraiment ce que c'est qu'un algorithme ? Qui comprend vraiment quand on lui dit qu'il ne suffit pas simplement de mettre un magistrat et pas simplement habilité secret défense dans la commission, qu'il faut un ingénieur, etc. Il faut des services techniques, il faut de l'expertise technologique complexe. Donc ce deuxième point, à mon avis, pose un énorme problème. Et je pense qu'on aura un rendez-vous avec des affaires Snowden, avec des révélations. Et je dirais que ce débat qui se cristallise aujourd'hui là-dessus, pour moi, je suis un peu pessimiste. Vous appelez à ce que nous ayons un nouveau Snowden qui nous permette de comprendre. C'est ça que vous disiez. Moi, j'étais pour qu'on l'accueille il y a 2 ans. Donc bien sûr. Bon, avis au Snowden futur. Ils sont bienvenus. Et je pense que d'ailleurs, un des sujets pour nous, parce qu'il faut parler aussi concret sur qu'est-ce qu'on peut encore faire changer dans la loi. Et notamment, je pense aussi à l'influence qu'on peut faire, les messages qu'on peut faire passer au Conseil constitutionnel, parce que je serais assez pessimiste, moi. Je pense que la société doit se mobiliser, parce que c'est fondamental, et que c'est un des sujets, d'ailleurs, auxquels on a été confrontés. C'est qu'au fond, on parle de sujets technopolitiques qui concernent fondamentalement la vie des gens, dans leur intimité la plus profonde, mais souvent, en réalité, avec assez peu de conscience. Qui sait expliquer concrètement ce que c'est que la neutralité du net ? C'est compliqué. Et pourtant, quel sujet éminemment technopolitique. Mais dans la société, dans la rue, si vous demandez aux gens, ça les concerne au quotidien. S'ils savent ce que c'est, ils ne le savent pas. Et je pense qu'on parle beaucoup de ces sujets-là, sans en réalité aujourd'hui que la société en soit totalement conscientisée. Ces débats-là sont au moins l'opportunité pour que ça progresse. Le troisième point, c'est celui des garanties de contrôle, qui sont encore très largement insuffisants, et sur lequel je pense qu'il faut se battre. Et je serai là plus optimiste. Autant je pense que sur les boîtes noires, très honnêtement, on fait le pari, hein. Moi, je pense que ça va passer, je regrette. Mais je pense que ça va être difficile. Et je donne un point de rendez-vous. Je dis, je pense qu'il y aura des affaires, je pense qu'on aura du... En revanche, je pense que sur les garanties de contrôle, on peut encore obtenir beaucoup plus de choses. Je pense que les avis doivent être des avis conformes. Je pense que les procédures d'urgence doivent être encadrées davantage. Et je pense notamment, nous, c'est un point qu'on a fait valoir, on verra si on a écouté ou pas, à l'exécutif et aussi au Parlement. Je pense qu'il y a aussi un point sur les pouvoirs qu'il faut renforcer de la Commission, et notamment la possibilité qu'elle a de pouvoir aller sur place vérifier les mains dans le code et dans les serveurs, parce que pour l'instant, c'est uniquement d'aller chercher, au fond, qu'on lui communique des fichiers. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse, quand on est habilité secret défense, qu'on est membre d'une commission, qu'on a tous les pédigrés qu'il a fallu pour pouvoir y être nommé, je pense qu'on doit pouvoir débarquer à n'importe quel moment et demander à regarder quel serveur, et pas simplement les données qu'on lui a préparées. Ça me semble un point important. Il y a encore d'autres choses, d'ailleurs, dont on devrait s'inspirer plutôt du modèle britannique, où là, pour le coup, il y a quand même un peu plus de garantie de contrôle dans l'état du droit actuel qu'il y en a aujourd'hui. Mais je dirais la question peut-être plus fondamentale, dont la loi sur l'enseignement n'est peut-être que finalement le symptôme. Je pense que depuis quelques années, le net se transforme, c'est normal. On vit, au fond, une reverticalisation de ce qu'est Internet et de ce qu'est le web en particulier par rapport à la promesse initiale des pères fondateurs. La plateformisation par des grandes entreprises, le basculement dans le cloud, qui a de bons côtés, mais qui en a aussi eu beaucoup de mauvais, la montée en puissance de ces grandes plateformes, elle pose question. J'avais été interviewé il y a peut-être, je crois que c'était sur la loi de programmation militaire, sur Mediapart il y a 1 ou 2 ans, moi j'avais dit, le potentiel de surveillance généralisée et massif est là. Il n'a pas attendu la loi sur l'enseignement. Qu'elle soit votée ou pas, ce sera toujours là. Et il faut qu'on ait conscience de ça, et probablement que le monde du numérique doit sortir davantage. Moi, je plaide pour ça depuis des années. C'est valable sur plein de sujets, sur la neutralité du net comme sur d'autres. Je pense qu'il faut qu'on sorte aussi un peu de notre, on va dire, de notre entre-soi, dans lequel on a été pendant des années, et qu'on fasse de ces sujets éminemment politiques des sujets de débat public. Ça me semble absolument fondamental. J'ai une question en vous écoutant, Benoît Thiolin, quand vous dites ils sont eux-mêmes expérimentaux à propos des boîtes noires, c'est-à-dire ceux qui rédigent la loi. Qui a rédigé cette loi? Qui est assez fort, justement, techniquement, pour rédiger cette loi? Vous voulez mon intuition? Oui, dites-la moi. Bon, les services. Voilà. Donc c'est une loi. Donc c'est une loi rédigée par les services secrets, par la DGSE. Mais vous savez, c'est pas la seule. Je veux dire, on est quand même dans une démocratie. Le fait qu'il y ait des conseillers, des techniciens qui fabriquent la loi en amont, c'est assez fréquent. Mais pour moi, c'est une évidence. Et ça se sent. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est maximaliste.
Ça se sent dans la loi. En fait, on leur a donné les marges de manœuvre qu'ils veulent pour expérimenter. Et je vous le dis sur un exemple très concret sur lequel il y a débat, et sur lequel moi, je n'ai pas de certitude. C'est justement la réalité de l'étendue du pouvoir de ces boîtes noires. Il y a un débat technologique pour savoir si c'est possible ou si ça n'est pas possible. Il y a débat. C'est pas simplement si les FAI, il faut les mettre sur les 24 000 répartiteurs. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui ne savent pas dire d'ailleurs si ce sera véritablement capable de ramasser tout ce que ça promet de vouloir ramasser. Donc oui, moi je pense qu'effectivement, il y a de ça. Mais vous savez, au-delà de cette loi, je pense que la question qui est posée de l'ensemble des données qu'on est capable de produire dans des plateformes, je veux dire, la société de surveillance et de contrôle, nous, geeks, qui croyons à la promesse depuis le début de ce qu'est Internet, devons veiller à ce que ce soit conforme à la promesse initiale. Et effectivement, il y a aujourd'hui un cocktail détonnant entre cette reverticalisation d'Internet, qui, encore une fois, amène des tas d'avantages, mais pose des questions avec les plateformes. Et puis, il y a une autre chose qu'on n'a pas vu venir, c'est la massification des usages. Bon. Et sa transformation aussi. Personne ne peut nier aujourd'hui que quand on va sur un forum comme Twitter, ça a changé. Bien sûr, je veux dire, les échanges qu'on avait quand on était 10 000, 50 000, 100 000, au fond, Internet était un instrument de l'élite, d'une certaine élite. Bon. Aujourd'hui, c'est devenu la plateforme et l'agora de tout le monde. Et ça pose des questions. Parce que, évidemment, moi, je vois des choses aussi qui m'inquiètent sur Internet. Question posée à vous, comme à Aurélie Filippetti, et évidemment aux autres. Ce que vous dites là est au cœur de tous les enjeux d'une période de transition liée à une révolution industrielle qui permet des regrets. Dans le cas de la précédente, il y a eu à la fois un épanouissement démocratique et finalement une catastrophe européenne. Donc on est dans cet enjeu. Vous avez fait un sourire tout à l'heure, vous vous êtes connu dans les engagements de désir d'avenir, d'une campagne électorale faite par la formation politique qui est actuellement aux affaires, disant la démocratie participative. Et donc ma question, je comprends tout ce que vous venez de dire, vu, nous le savons, les services ont un porte-parole en la personne de Jean-Jacques Urvoas à l'Assemblée nationale, qui ne s'en cache pas, qui est carrément leur relais, bien plus qu'un député de la nation. Donc c'est son choix, il défend leurs intérêts. Mais nous sommes d'accord, une démocratie, c'est des équilibres. Et donc la question qui est choquante dans tout cela, le Conseil national du numérique a été créé en 2012. Aurélie Filippetti a été dans la campagne de François Hollande et au gouvernement. Il y avait donc l'idée de développer aussi des dynamiques démocratiques. Depuis 2012, si nous nous plaçons de ce point de vue au niveau du droit de savoir, au niveau de ça, nous n'avons pas eu de nouvelles choses. Et une structure comme la vôtre, qui devrait être entendue, si elle a été créée, c'est pour être entendue, n'est pas entendue. Donc, les services sont entendus, mais pas vous. Et Aurélie Filippetti, qui parle avec son expérience de ministre de la Culture et de la Communication, n'est pas entendue, et elle est même mise au pilori parce qu'elle défend ses convictions et qui sont fidèles à la campagne de 2012. Donc, c'est ça la vraie interrogation, je trouve. Je comprends tous ces enjeux, mais ces enjeux se font par, en même temps, déni démocratique et refus d'augmenter les potentialités, par la loi, les potentialités démocratiques du numérique. J'ai été un peu long, mais je trouve que c'est au cœur de notre enjeu actuellement. Vous n'êtes pas entendu. Non, c'est vrai. Pas suffisamment. C'est une question de vision de la société. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on veut approfondir la démocratie ? Parce que la démocratie n'est jamais un acquis stable, statique. Il faut toujours l'approfondir, il faut toujours chercher ce qui pourrait la menacer. Ou est-ce qu'on est dans une logique uniquement sécuritaire? Mais vous voyez bien que le piège aujourd'hui que certains tentent de refermer sur nous, c'est celui de dire vous êtes des angéliques, vous êtes la gauche obsolète du laxisme et de l'angélisme, que ce soit vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis des terroristes. Et c'est face à cela qu'il faut montrer justement d'abord que, comme le disait Eva Joly, la question du renforcement des pouvoirs, par exemple, judiciaires en matière de lutte, de surveillance des terroristes potentiels, évidemment, elle se pose tout à fait pour voir ce qui a dysfonctionné, mais aussi que ce n'est pas en renonçant à certains idéaux démocratiques et une certaine vision d'une société de confiance, n'est pas en renonçant à cela qu'on peut lutter efficacement contre le terrorisme. C'est d'ailleurs
je dirais, le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Charlie et à ceux qui sont morts à Charlie, c'est de continuer à défendre ce que eux défendaient, c'est-à-dire cette liberté d'expression et cette société de la liberté. Alors, c'est peut-être idéaliste de dire ça, utopiste, mais on a besoin d'utopie. Et la gauche, la politique, ça se construit aussi à partir d'utopies mobilisatrices. Mais à l'inverse, moi je pense que les services sont dans un mirage. Je pense que ça, mais ils pensent services... être efficaces. Moi, on a vu Trévidic, on les a vus d'ailleurs les services. On les avait vus notamment sur la LPM et les lois terroristes. Très honnêtement, on a des discussions avec eux. Moi, je pense qu'ils sont dans l'illusion et qu'ils sont dans le mirage. Eux pensent qu'ils vont ramasser énormément de choses et déjouer plein d'attentats. Moi, je pense, on en fait le pari, que ce ne sera pas le cas. Et qu'en réalité, tout a montré qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt que quand on est un apprenti terroriste, on se tient éloigné d'Internet. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes fondamentaux que pose en gros, tous ces outils de surveillance et la conscientisation que la société va en avoir, c'est qu'en réalité, nos comportements en ligne vont changer. C'est immanquable. Et c'est ça le problème. L'Internet qu'on a connu ne sera plus le même. On se sentira surveillé. Mais bien sûr. C'est tout le problème. C'est ce que je disais Snowden mais ça pose une question, parce que je crois quand même à une des voies de sortie. Je pense qu'il faut croire à la voie politique, mais il faut aussi penser à la technopolitique. Je pense qu'il y aura peut-être une issue technopolitique. C'est ce que disait Bluetooth un peu avant, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans nos usages, on va probablement connaître... On est parti sur un Internet qui était totalement libre, totalement ouvert. On va aller sur un Internet probablement plus crypté, plus protégé, dans lequel il y aura des communautés où on pourra se parler et dire ce qu'on veut, et échapper aussi à la régression des lois de 1880 qu'on connaît depuis 30 ans. Tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui ne sont pas que récents. Ce qui est important, je crois, c'est que la société en prend conscience aujourd'hui. Bon, Mediapart ne sera pas crypté, sera toujours ouvert et on le mettra. Je parle des échanges personnels. On le mettra au pôle Nord, mais on continuera à le diffuser. Eva Joly, pardon. Moi, je voudrais souligner un autre danger de cette loi. Dans une société qui est aussi injuste que la nôtre, avec des différences de revenus aussi énormes, la violence latente dans nos sociétés, la tentation des gouvernants de contrôler la population et la violence à travers la surveillance, je pense que ça, ce n'est pas infable. Et pour nous, les écologistes, je pense à l'organisation des manifestations à Notre-Dame-des-Landes, à Sivens, à Fessenheim. Est-ce qu'on ne peut pas qualifier ça de risque de violence dans la société? Est-ce qu'on ne peut pas interdire ces manifestations avec cette loi? Je pense que là, il y a un grand danger. Christophe Deloire. Ça vaut tout à fait pour une organisation comme Reporters sans frontières. Là, je ne parle pas des journalistes en général, mais de l'ONG qui défend la liberté de l'information. Quand on fait c'est arrivé à de multiples reprises, des opérations contre des ambassades. Ça peut justifier de la surveillance. Ou quand, tout simplement, on est en relation avec des mouvements à l'étranger ou des personnes qui, dans un certain nombre de pays, pourraient justifier, d'après la loi, la surveillance. Benoît Thiolin parlait des régressions de la loi de 1880. C'est vrai que ce projet de loi sur le renseignement, il survient dans un contexte dans lequel il y a d'autres régressions. Alors, il y a eu déjà des éléments assez alarmants sur la surveillance dans l'article 20 de la loi de programmation militaire. Ensuite, il y a eu la loi sur le terrorisme avec ces deux dispositions qui étaient le retrait de la loi de 1881 de l'apologie du terrorisme. Alors, l'apologie du terrorisme, c'est pas de l'information au sens où on entend du journalisme et de l'information indépendante, mais c'était le cas déjà avec les lois scélérates dont j'ai parlé, c'était l'apologie de l'anarchie. Mais ça a entraîné des abus dans l'application de la loi, puisque ça n'était pas des juges spécialisés et à l'étranger, ça a donné le sentiment en partie légitime d'un double standard en France du point de vue de la liberté d'expression. Dans des commissariats, ou des propos d'après-boire, des choses comme ça. Et puis, cette autre disposition qui veut que des sites Internet puissent être supprimés sans motivation, pour le coup, des autorités bloquées. Par décision administrative. Par décision administrative. Et sur les premières décisions... C'est justement un point très important. Oui, non, pardon, bloqué. Mais sur les premières décisions, de fait, il y a eu au moins l'un des sites Internet qui était de l'avis, moi, on s'est renseigné, enfin des journalistes ont d'ailleurs par ailleurs fait des enquêtes, au moins l'un des sites n'était pas un site djihadiste du tout. Et alors on arrive sur ces sujets-là, sur des choses qui sont compliquées. Alors c'était un site qui a été bloqué pour avoir diffusé le contenu d'un discours d'al-Baghdadi, le calife autoproclamé d'État islamique. Franchement pas un garçon sympathique, mais est-ce que dès lors qu'on s'avise de citer al-Baghdadi, c'est en soi un appel au djihadisme? La question est très compliquée, elle n'est pas évidente, mais
heureusement que les journalistes peuvent encore citer des gens qui ne sont pas simplement... Enfin, peuvent citer tout le monde, y compris les pires crapules ou les pires barbares du monde. Et c'est important où est la frontière entre le droit de citation légitime et l'apologie du C'est terrorisme. ce qui était arrivé pour un confrère au Maroc qui avait été mis en prison parce qu'il avait mis le lien avec El País qui donnait un communiqué de Al-Qaïda. Exactement. Un simple lien. On retrouve. Et donc, il a été mis en prison comme s'il était terroriste. C'est le cas. Et donc, il est important dans ces cas-là, sur ces affaires qui peuvent être parfois des affaires subtiles, que ces affaires soient traitées publiquement, soient traitées par des juges indépendants et pas par des policiers qui n'ont même pas besoin de motiver leurs décisions. Moi, je dirais aussi je voudrais poser une question finalement, c'est est-ce que quelque part, on n'est pas tombé avec cette loi dans l'illusion techniciste du fait de dire finalement il suffit que les services aient plus de pouvoirs, des pouvoirs très étendus sur la surveillance informatique, des outils de communication d'aujourd'hui pour finalement pouvoir empêcher les terroristes. Et ça, je pense que c'est une illusion très dangereuse. Parce que ça pourrait faire croire qu'il suffirait de faire ça pour que tout à coup, on n'est plus de terroristes. Or, on le sait, on a besoin d'outils d'enquête judiciaire, de l'intelligence humaine. Tout ça ne peut pas être résumé à des algorithmes. Ça serait beaucoup trop simple. Et donc, je crois que ça, c'est très dangereux. La deuxième chose, c'est de se dire que finalement aussi, il y a beaucoup de gens qui nous disent dans cette loi, même s'il y a quand même une mobilisation citoyenne, moi je ne suis pas si pessimiste, je trouve que pour un sujet aussi technique, il y a quand même eu une belle mobilisation, mais il y a quand même des gens qui nous disent « Ah mais oui, mais bon, on sait qu'on est tous surveillés, puis si on ne fait rien de mal, finalement, ce n'est pas grave d'être surveillé. » Et là, terrible discours, parce que le problème, c'est qui va définir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas vous, simple citoyen, surfant sur votre ordinateur, qui allez définir ce que vous faites, si ce que vous faites est bien ou mal. C'est justement une autorité supérieure, ailleurs. Et c'est là que réside la difficulté. Parce que bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas de crainte sur l'utilisation par ce gouvernement, par des partis démocratiques. Mais évidemment, demain... Et dans un pays où le Front National est à 30%, ce n'est pas une uchronie, ça peut tout à fait arriver. Dans quelles mains ça peut tomber ? Que tout ce qui peut être fait sera fait. Je veux dire, ça, c'est une grande constante dans la régulation. Et d'ailleurs, quand on crée un pouvoir, on a toujours tendance à aller jusqu'au bout de ce pouvoir. Et c'est bien ça le problème. On va donner dans les mains des services, et encore de certains services, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une division entre les services eux-mêmes. Et que certains, d'ailleurs, notamment ceux qui s'y connaissent le mieux en informatique, sont très sceptiques sur ces nouveaux outils. On va donner à ces services des pouvoirs qu'ils ne peuvent même pas contrôler eux-mêmes, en fait. Et c'est la phrase de Platon, qui va garder les gardiens ? Plus personne n'aura le pouvoir de contrôler ceux qui seront censés contrôler la société. Mais sur le mirage techniciste, moi je voudrais réinsister, pour que les gens comprennent bien, le retargeting que vous voyez sur les grandes plateformes. Moi je me suis acheté des caleçons il y a 6 mois. Expliquez-nous. Il y a 6 mois. Et à chaque fois que je retourne sur un site internet, alors que j'ai acheté d'autres choses, depuis je m'achète pas des caleçons tous les 3 jours, je me tape des pubs de caleçons sur tous les sites où je vais. Bon, pourquoi c'est un algorithme qui analyse vos recherches. Ces plateformes, sans les citer, ça peut être, je ne vais pas les citer, ça peut être Amazon, ça peut être Facebook, ça peut être plein d'autres. Peu importe. Vous voyez donc que si ces grandes plateformes américaines, qui ont quand même raflé l'intelligence du monde en termes d'ingénieurs, ont quand même du mal à se servir avec intelligence de l'algorithme. Ils progressent, c'est de mieux en mieux. Mais caleçons, ils ont fini par disparaître. Mais quand même, ils ont mis 6 mois. Bon, très honnêtement, et revenons sérieusement au sujet, qui peut penser qu'un travail, même s'il recrute, et même si on a des brillants ingénieurs, je veux dire, à un moment donné, il ne faut quand même pas, en tout cas, s'illusionner sur ce qu'on va être capable de ramasser avec des algorithmes. Je veux dire, et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Et le problème, effectivement, moi, que je ressens, c'est pas tant que, à mon avis, je ne suis pas dans les petits papiers, mais c'est pas tant qu'ils savent pertinemment qu'ils ont besoin de ça pour obtenir ça, mais que c'est plutôt à un moment critique dans lequel il y a quand même une hystérie forte de la société sur ces questions de sécurité, ils se disent probablement qu'on veut avoir les mains libres pour longtemps. Pour une raison très simple, la loi sur le renseignement, on n'en vote pas tous les 3 ans, même si des lois sécuritaires, on peut dire que depuis 30 ans, on en a voté à peu près tous les ans. Malgré tout, ils ont envie d'avoir, en gros, de la liberté et un terrain d'expérience. Si je comprends bien, si vous pensez qu'ils ne ramèneront pas les méchants, les suspects dans leur filet, qu'est-ce qu'ils ramèneront et qu'est-ce qu'ils en feront ?
Mais qu'est-ce qu'a ramené la NSA? En fait, la découverte, tout le problème, et ça on en a parlé dès le début, c'est qu'en réalité, vous y rentrez sous l'angle terroriste, qui est celui par lequel d'ailleurs la société finalement l'accepte, parce que faut quand même se parler franchement. La société, majoritairement aujourd'hui, telle qu'elle est, pas assez travaillée par les débats qu'on a, etc., en espérant d'ailleurs qu'en sortant de ce débat sur cette voie, on aura progressé. Mais enfin, quand même, la majorité est très fortement approuve, sans comprendre, sans connaître. Silencieux, plutôt. Moi, je suis désolé, je pense qu'il faut qu'on fasse notre autocritique. Nos sujets technopolitiques ne sont pas compris par la société. Minoritairement, ils le sont. On a du travail à faire. C'est pas la peine de se dire c'est pas vrai. C'est la réalité. Qui sait ce que c'est qu'un algorithme? Qui sait ce que c'est qu'une boîte noire? Alors, qui sait ce que c'est que il rentre par là, c'est le cheval de Troie, c'est le cheval de Troie. Mais ensuite, la NSA, qu'est-ce qu'elle a fini par faire? Par espionner Merkel pour savoir ce qu'elle allait vendre à Poutine. Ou la présidente du Brésil. Bien sûr. Et par ailleurs, je ne suis pas insensible au fait que mon pays se dote de moyens. Le problème, encore une fois, c'est que je pense qu'on utilise des outils qui vont servir à autre chose, dans un flou technique, encore une fois, qui est déjà connu chez Google ou chez Facebook. Donc, on n'a pas de raison en France de faire beaucoup mieux. Vous parlez du rapport de Dianne Feinstein, la sénatrice américaine qui dirige la surveillance de la CIA. Le rapport sur la torture. Le rapport sur la torture. Elle a fait un rapport, d'ailleurs, la CIA est entrée par effraction dans son ordinateur, a supprimé 3000 pages. Ce qui veut quand même dire que personne ne contrôle vraiment la CIA. C'est incroyable comme événement. Mais la CIA a mis en demeure de prouver que la torture avait permis de prévenir un seul attentat, n'a pas été capable de le faire. Par contre, elle a prouvé qu'ils avaient menti aussi devant la représentation américaine. Et donc, nous avons le renseignement, nous ne démarrons pas aujourd'hui. Nous avons l'expérience américaine depuis 2001 et nous savons justement qu'ils n'ont pas su déjouer des dizaines et des dizaines d'attentats. Et nous savons aussi ce que ça a donné. Nous savons les dérapages. On est passé de nécessaire de savoir pour protéger les citoyens à utile de savoir pour nos intérêts commerciaux ou autres. Mais votre exemple me permet de poser une question qui est pour moi très importante, puisqu'il faut avancer, il faut continuer à lutter, qui est justement le pouvoir parlementaire, le pouvoir de résistance parlementaire. Parce que ce qui me frappe, vous avez parlé de la gauche tout à l'heure, c'est que quand même ce sont des moments où les principes sont en jeu, où il peut y avoir des majorités d'idées. Autant que je sache, à l'UMP, ils ne sont pas particulièrement coulants sur la sécurité. Or, néanmoins, je précise à ceux qui nous écoutent que nous avions invité Laure de la Raudière, Pierre Lelouch, Franck Rister, qui font partie des parlementaires UMP engagés. Demain, Pierre Lelouch et Laure de la Raudière font une conférence de presse parce qu'ils ont obtenu plus de 60 signatures de leur propre camp UMP-UDI pour saisir le Conseil constitutionnel. Donc la droite devait être là. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas, dans un moment comme celui-là, j'ai dit tout à l'heure que c'était un moment un peu dreyfusiste ou dreyfusard quand les enjeux sont principes, que parlementaires de gauche, de droite, ceux qui, dans leur camp, comprennent cet enjeu, aient une initiative commune, une dynamique de majorité d'idées qui ferait bouger la société. Tout d'un coup, elle se dirait « Ah tiens, c'est pas une histoire de camp, c'est une histoire de principe ». Mais on l'a fait dans l'hémicycle, parce que finalement, lors du débat, on a vu d'ailleurs... On n'était pas très nombreux, mais on était actifs à nous opposer à cette loi, à ces dispositions. Et c'est vrai qu'il y avait des députés de droite, des députés de gauche, des députés écologistes, bien sûr, et communistes aussi. Certains connaissent bien les enjeux techniques. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est toujours les mêmes qu'on retrouve depuis des années. Les mêmes du débat sur Adopi, exactement. Oui, on les a retrouvés sur la LPR. Gloire à eux, gloire à eux. Parce que c'est des sujets, c'est vrai, très techniques. Mais ce sont des minorités d'idées, en fait, c'est le problème. Pas des donc cette alliance en quelque sorte intellectuelle, elle existe et on a pu. C'était d'ailleurs assez drôle d'entendre Monsieur Lelouch s'inquiéter de la protection des manifestations à Sivins par exemple. Voilà, mais au fond c'est un vrai libéral quand il dit ça. Politiquement libéral. Donc ça a existé. Le problème c'est qu'au fond on est très minoritaires les uns et les autres et qu'on se retrouve en face d'une énorme majorité droite-gauche, qui a d'ailleurs réussi à faire tomber l'amendement Taubira sur la protection, le fait de sortir le personnel pénitentiaire du champ du renseignement. Les prisonniers seront espionnés de la même manière. Et surtout par des services de la pénitentiaire.
C'est-à-dire que là encore, il ne s'agit pas de dire qu'il ne peut pas y avoir de surveillance de tel ou tel prisonnier. Évidemment, ça doit avoir lieu, mais ça doit être justement un personnel des services dédiés à cela qui le fait, et pas le personnel de la pénitentiaire. Ils ne sont pas là pour ça, ils ont bien d'autres choses à faire, et on ne va pas encore renforcer la difficulté de leur tâche en leur confiant des missions qui ne sont pas les leurs. C'était la position de Christiane Taubira qui avait été donc validée par le gouvernement et qui a été mise en minorité par une alliance entre le rapporteur du texte, une partie des socialistes, heureusement minoritaire dans ceux qui étaient présents, et une grande partie de la droite. Donc malheureusement, en ce moment, je dirais, le mainstream, il est plutôt à la tendance sécuritaire Vous contre serez les combien libertés. à voter contre demain dans l'hémicycle? Je ne sais pas, on verra. Je ne peux pas Vous voterez pronostiquer. contre? Vous voterez Oui, contre? Demain, je voterai contre. Je pense qu'on sera une vingtaine de socialistes. Enfin, je ne sais pas exactement. On verra demain. On raconte même, Aurélie Filippetti, je ne sais pas si c'est vrai, que certains de vos collègues parlementaires de droite vous disent plus ou moins, et plutôt plus que moins, là, ce que vous êtes en train de faire passer, nous n'y serions jamais arrivés. C'est-à-dire que ça aurait été une telle levée de bouclier si la droite parlementaire ou si un exécutif marqué à droite avait osé faire passer une telle loi, on en aurait quand même beaucoup parlé, on peut imaginer, on peut l'espérer, d'un certain point de vue, avec un parti socialiste dans l'opposition. C'est vrai que les lois de Nicolas Sarkozy, qui étaient un petit peu dans cette eau, on les avait combattues fermement, fortement et avec beaucoup d'enthousiasme pendant des séances de nuit. Mais oui, bien sûr, ça pose... Mais la mobilisation de la société avait produit l'alternance de 2012. Il n'y avait pas eu d'alliance droite-gauche. Ce qui est inquiétant sur la loi, c'est que finalement... c'est par une alliance aussi entre une partie de la droite. Quand je dis faire tomber l'amendement Taubira, c'est M. Éric Ciotti qui fait tomber qui se félicite d'avoir fait tomber avec une partie socialiste l'amendement Taubira, alors qu'ils ont Christiane Taubira dans le collimateur depuis 3 ans, avec la violence que l'on sait. Donc c'est quand même très grave d'en arriver à cela. Est-ce que nous ne sommes pas devant, je me tourne aussi vers Eva Joly, qui en parlait à propos du Parlement européen, devant quelque chose d'assez poignant, qui est que quand la droite s'attaque aux libertés, c'est grave. Mais il y a de l'espoir parce qu'il y a une opposition de gauche qui se construit en disant non à ce coup d'État permanent. Mais quand la gauche elle-même vient dans une logique de pouvoirs spéciaux, et le précédent parti du Parti socialiste, la SFIO, y a perdu son âme, eh bien là c'est beaucoup plus grave. Parce que justement, il n'y a plus que nous, la société, pour essayer de bâtir, par des minorités d'idées, une alternative. Est-ce qu'on n'est pas dans ce moment-là? Je vous le pose en tant que citoyen, très sincèrement. Je pense que nous sommes réellement trahis par notre classe politique. Et je pense que la mobilisation citoyenne est l'unique recours. Comme ça l'a été dans les pays en voie de développement pour lutter contre la corruption, par exemple. Et donc une mobilisation forte contre cette loi qui ne réglerait rien en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Il faut bien comprendre que la loi d'austérité et la restriction budgétaire a supprimé beaucoup de policiers dans les services. Des commissaires qui avaient une connaissance des réseaux ne sont plus là. Et on n'a pas la capacité de suivre les personnes radicalisées que les mamans viennent signaler. Dire « mon fils se radicalise, il me fait peur ». On n'a pas les moyens de le suivre. Alors, avec l'algorithme, vous aurez des faux positifs. Et les faux positifs, sur notre population, ça serait genre 600 000 personnes. Qui va trier ces faux positifs? Tout à l'heure, il a été dit 6,5 millions même. Mais ça dépend, il y a sûrement une erreur de facteur 10, vous savez. Voilà. Mais bon, ça fait des centaines de milliers de faux positifs. Il n'y a pas de policiers pour les traiter. Donc, si vous voulez, il faut prendre l'exemple américain. Ça n'a pas marché. Aux États-Unis, ils sont en train de revenir dessus. Nous n'allons pas voter cette loi pour faire plaisir aux services par une espèce d'abandon du pouvoir et de notre président et de notre Premier ministre et des députés socialistes. Juste ajouter un mot, et puis on retournera aux Invalides parce qu'on a 2 interviews qui viennent d'arriver de gens qui ne sont pas représentés sur ce plateau. On parle beaucoup de blues dans le monde numérique depuis quelques temps. Et c'est clair que ces débats avec cette loi nous amènent encore plus à le penser.
Cela dit, je pense qu'il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans une espèce de défaitisme ou de fatalisme sur le numérique. Pourquoi ? De manière très concrète. Et c'est peut-être la différence, Edoui Plenel, vous en parliez tout à l'heure, à l'époque de la SFIO compromise avec les pouvoirs spéciaux, etc. C'est qu'aujourd'hui, on a, à mon avis, d'autres alternatives. D'abord, moi, je ne crois pas du tout que la démocratie représentative, telle qu'on l'a inventée au début du XIXe siècle, soit l'horizon indépassable de notre temps. Et je pense qu'on vit aussi cette crise-là. C'est-à-dire que quand on dit nos institutions nous trahissent, enfin, la classe politique nous trahit, je pense qu'on a des institutions en réalité qui ne reflètent plus au fond ce que fait la société. Et donc, ça pose des questions beaucoup plus générales. Et le numérique là-dessus est un levier évidemment absolument clé. Ensuite, sur le travail parlementaire, je pense qu'il faut s'y focaliser. Ça arrive quand même un peu à son terme. Je pense que le combat, ça va être le Conseil constitutionnel. Et puis aujourd'hui, on a quand même l'Europe. Alors, je suis d'accord, l'intérêt général, on a parfois du mal à le trouver, mais enfin, il y a des recours, il y a des tas de choses. Et puis par ailleurs, il ne faut pas se focaliser que sur les institutions démocratiques traditionnelles. Je pense qu'un projet comme celui que fait Chemla, et donc je crois à la réponse Laurent technopolitique. Chemla qui était là tout à l'heure. Il y a plein de gens aujourd'hui qui réfléchissent sur des nouveaux outils qui vont nous permettre d'avoir de nouveaux usages plus démocratiques et aussi plus protecteurs. Je pense qu'il faut investir cette chose-là. Et enfin, et je conclus là-dessus, il ne faut pas que le pessimisme qu'on a sur la surveillance générale et massive, dans laquelle on va depuis déjà longtemps, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement là-dessus et abandonner les autres combats dans le champ numérique. La neutralité du net, c'est fondamental. Le Conseil national du numérique, c'est pour ça qu'on se bat encore là-dessus. L'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire en gros tous les rapports que les citoyens usagers d'Internet vont avoir sur la maîtrise de leurs données, c'est fondamental. On a comme ça toute une série de débats techno et politiques qui vont venir dans la loi sur le numérique et dans lequel je pense que la mobilisation de la société sera aussi importante. Donc ce combat-là, il faut le poursuivre. À mon avis, il va plus faire débat qu'être gagné. Je suis pessimiste là-dessus. En revanche, je pense qu'il faut qu'on investisse tous les autres champs et qu'on continue à mener tous les autres combats dans le champ numérique. Et une forme aussi d'éducation civique au numérique. Mais là, il faut être optimiste parce qu'en fait, les jeunes là autour de la table ronde, enfin, aucun d'entre nous... Nous, on est optimistes, l'optimisme de la volonté, toujours. Hein. Oui, bon, voilà. très belle formule. Bon. Mais aucun d'entre nous n'est un digital native, un natif du numérique. Alors que les jeunes générations qui arrivent, ils sauront aussi développer eux, leurs propres anticorps aux menaces que peut faire peser l'idée d'un Big Brother en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il faut... Je suis un peu plus dubitatif là-dessus. Non, mais il faut continuer à justement faire sentir, faire comprendre, susciter des débats chez les jeunes. Là où je te rejoins, l'éducation est sûrement un point important. Non, mais penser que les digital natives sont la génération spontanée d'Internet... J'ai pas dit spontanée. J'ai pas dit spontanée. Mais je pense que les migrants du net que nous sommes, parfois, avons des usages et un rapport plus critique avec le numérique que la génération qui vient. Moi, je vois dans les étudiants que j'ai à Sciences Po, et ça pose des questions parfois fondamentales, et il y a beaucoup d'études là-dessus. Mais il commence à être plus vigilant, en tout cas aujourd'hui. Et on dit beaucoup, il faut mettre du numérique dans toutes les écoles, parce que là aussi, ce serait l'alpha et l'oméga. Nouvelle illusion techniciste, c'est pas comme ça qu'on va changer. Ce sont les usages sociaux, il faut faire de la politique, en fait. Il faut faire de la politique, voilà, exactement, et il faut donner les moyens aux gens, aux citoyens, au peuple, de s'approprier et de maîtriser ces outils. Tout ce qu'on entend, ceci dit, depuis le début de cette émission, de ces 6 heures contre la surveillance, on a l'impression que le juridique, la loi, tout ça est passé complètement à l'as. C'est-à-dire que ça a été purement gommé, le moindre contrôle de ce qu'on appelle un juge. Et évidemment, c'est à vous que je pose la question. On n'en parle plus. Et c'est peut-être par là que nous serons sauvés, parce que c'est très probablement anticonstitutionnel, parce que l'article 66 de la Constitution dit que c'est le judiciaire qui est le juge des libertés publiques. C'est l'atteinte à la séparation des pouvoirs que souligne l'atteinte à la Constitution même. C'est l'atteinte à la CNCDH. Ils font absolument une séparation entre l'exécutif et le judiciaire, et le fait que les libertés publiques, une intrusion ou une suppression des libertés publiques ne peut pas être décidée par l'exécutif. Lionel Jospin, vous nous écoutez ? Ce qui est frappant, et je vais terminer par cela, tout ce que le pays compte de sachants et de contre-pouvoirs est contre cette loi. Et donc, nous avons affaire à un gouvernement autiste qui n'écoute pas. Et c'est faire fi de tous les contre-pouvoirs, que ce soit les magistrats, les avocats, la Ligue des droits de l'homme, l'Amnesty internationale, et passer la loi en procédure accélérée
alors qu'elle était prête depuis longtemps pour profiter de l'émotion. C'est vraiment indécent. Une conclusion, Benoît Thiolin? Je pense que moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une forme de nostalgie sur, je crois, une page qui se tourne dans l'histoire d'Internet. Et encore une fois, dont cette loi, mais en réalité, le symbolise un peu. Mais je dirais que c'est une question beaucoup plus générale. Et je pense que du coup, il faut qu'on réinvente en fait l'Internet de demain. Encore une fois, c'est les pistes que je donnais tout à l'heure. Et je pense qu'elles sont, très honnêtement, assez peu à inventer dans les structures démocratiques existantes. Je pense qu'il y a une énorme question de renouvellement profond de nos institutions démocratiques qui se pose. Et je pense qu'elle est aussi dans l'innovation. Je crois beaucoup à ça. Et effectivement, Mediapart y contribue. Je ne peux pas m'empêcher d'ailleurs, cher Edoui Plenel, quand même de saluer que le temps a passé, mais quand même en 7 ans, découvrir que vous deviendriez la 3e chaîne d'information continue aujourd'hui. J'avoue que je suis assez content et un peu fier aussi. En différer un petit peu, justement. Pas le flux, n'importe comment, avec du temps pour parler, sans publicité. La troisième ou la 4e? Vous en avez enlevé une. Et je souligne sans publicité pour dire à ceux qui nous écoutent qu'ils ne le seraient pas, c'est actuellement en accès libre, mais néanmoins, abonnez-vous. Et là, il y a jusqu'à minuit 9 €, 3 mois. 2 mois offerts, profitez-en. C'est la magie du numérique aussi, comme quoi on peut être optimiste, parce que le numérique a aussi créé, au moment où il y avait une crise de la presse écrite traditionnelle, de nouveaux supports de presse avec des modèles économiques particuliers que vous avez su développer. Moi, je dirais aussi que maintenant, le texte va partir au Sénat. D'ailleurs, certains de mes camarades demain vont s'abstenir ou refuser de prendre part au vote en disant qu'ils attendent que la suite du débat parlementaire permette de leur apporter des réponses à certaines de leurs questions, notamment sur les fameuses boîtes noires, qui sont les boîtes de Pandore. Et puis ensuite, il y a le Conseil constitutionnel. Il faut déjà dire qu'on a remporté une première forme de victoire symbolique, puisque le président de la République a été finalement amené lui-même, ce qui était tout à fait inédit, à dire qu'il saisirait le Conseil constitutionnel. Ce que j'avais demandé dans l'hémicycle au Premier ministre, en disant, si vous êtes si sûr de votre loi et de sa constitutionnalité, ce n'est pas à vous ni à nous-mêmes d'en juger, c'est au Conseil constitutionnel, donc vous avez le pouvoir de le saisir après le vote de la loi, faites-le. Il ne voulait pas, il vous avait envoyé. Ils n'ont jamais répondu, mais le président finalement a été amené à le faire, ce qui prouve déjà quand même qu'ils ont compris qu'il y avait un sujet. On va voir effectivement sur l'article 66, la question de la protection des libertés individuelles. C'est vrai que tous ceux qui défendent les libertés individuelles aujourd'hui sont très inquiets, que ce soit les associations comme Amnesty, mais aussi les avocats, évidemment les syndicats de journalistes, les magistrats, bien sûr. Donc on a un choix de société à faire avec cette loi. Moi, je considère que la démocratie, c'est une société qui repose sur des principes intangibles et qu'on ne doit jamais sacrifier, y compris dans les moments de crise. Des circonstances exceptionnelles nécessitent des moyens qui peuvent être exceptionnels, mais qui doivent être à ce moment-là strictement proportionnés et limités et encadrés, et en aucun cas généralisés et élargis. Nous avons commencé ce live par le rappel de cette vieille tradition démocratique. C'est Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, citant Benjamin Franklin. Un peuple qui est prêt à céder un peu de sécurité, un peu de liberté contre un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et il finira par perdre les deux. Et si on vous a bien entendu, la sécurité n'est même pas très garantie, hein, si j'ai bien entendu. On est tous d'accord pour renforcer les moyens. Ce que vous avez dit. On est tous d'accord pour renforcer les moyens humains de lutte contre les terroristes, de renforcer les pouvoirs d'investigation des juges judiciaires. Je veux dire, le renforcement des moyens des services, etc. Il y a des choses bonnes, hein, on n'en parle pas là. On était pour une loi sur les services, mais pas pour une loi qui soit contre nous. Pas une loi qui nous terrorise, comme a dit tout à l'heure le représentant des syndicats des avocats de France. Merci beaucoup à tous les trois, Eva Joly, Benoît Thiolin, Aurélie Filippetti, d'avoir été avec nous.